Bonjour et bienvenue dans Epion, les voix du bien-être. Je m'appelle Amira Garbi et dans ce podcast, je vous fais découvrir des clés et outils pour cheminer vers votre bien-être personnel de manière globale et harmonieuse. Ici, je donne la parole à des praticiens, thérapeutes, chercheurs, écrivains qui font bouger les lignes du bien-être en proposant des approches et des outils innovants pour prendre soin de soi au quotidien. Ce podcast n'a aucune prétention médicale. Il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Dans cet épisode, je suis ravie de recevoir Éric Salmon, fondateur du Centre d'études de l'énéagramme en France. Il a formé à ce jour près de 30 000 personnes à cet outil de connaissance de soi. Il est également auteur de 5 livres, dont l'ABC de l'énéagramme. Au cours de cet échange, nous revenons ensemble sur ce qu'est l'énéagramme. Comment cet outil de lecture de la personnalité, à travers 9 grands champs, permet de mettre en lumière que nos comportements, valeurs et habitudes sont façonnés par des mécaniques inconscientes. Avec Éric, on parle de comment regarder le monde, avec toute sa palette de couleurs, pour s'ouvrir à de nouveaux possibles, déployer son potentiel et surtout, s'épanouir dans la vie. Un échange passionnant avec une personne vraiment passionnée. Merci à Éric pour ce partage et sa confiance. Très belle écoute à tous. Bonjour Éric. Amira, bonjour. Éric, je suis vraiment ravie de te recevoir dans Epion Podcast. Merci d'être là avec nous. Avec plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler énéagramme et on va parler du fabuleux sujet de la connaissance de soi, Éric. Waouh. Voilà, très beau programme. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter, Éric, pour ceux et celles qui nous écoutent, s'il te plaît ? Écoute, oui, j'étais dans la banque autrefois, j'ai toujours su que le système et moi, ça n'allait pas le faire. Et donc, je cherchais une vocation que j'ai fini par trouver un jour. Le champ du développement de la personne m'a semblé intéressant. Et dans ce champ-là, le mieux se connaître et comprendre l'autre a pris sa place. Je me suis mis en quête d'un support qui pourrait être bon. Et le ciel m'a envoyé cet énéagramme il y a 35 ans, genre. Voilà, et donc j'ai trouvé dans cet outil quelque chose de percutant qui va droit au but, où la dimension est spirituelle aussi. Il y a également une connotation de valoriser son potentiel. Et voilà, c'est un sujet qui est infini, qui me tient depuis 35 ans et je m'en porte bien. Super. Alors, qu'est-ce que c'est justement que l'énéagramme ? Comment toi tu le définirais et quel est son enjeu, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle ? Je qualifierais ça d'une grille de lecture de la personnalité basée sur 9 structures de caractère. Et donc j'aime bien le mot de structure de caractère parce que c'est pas du tout une typologie où on classifie les gens, t'es comme ci, gna gna gna. C'est plutôt un modèle qui s'attelle à admettre ce que je suis, à chercher pourquoi je suis ce que je suis, qu'est-ce qui a pu faire que je devienne comme ça, quelles sont les qualités principales, les défauts principaux, et qu'est-ce que je pourrais faire pour valoriser 90% de mon potentiel que je n'exploite pas. Donc ça met le doigt sur mon principal, et une fois que j'ai défini mon principal, admettons qu'on joue avec les teintes, donc si je suis bleu, si je suis plutôt bleu, parfait, que j'aime ce bleu, et pourquoi pas, eh bien le sujet c'est qu'est-ce qui a fait que pendant les 40 premières années de mon existence, je ne sois que bleu et pas assez autre chose. Donc là on rentre dans des considérations qui veulent que si j'ai choisi d'être plutôt comme ça, c'est parce que pour ma confiance en moi et mon estime de moi, c'était important de choisir des qualité, de me relier au monde d'une certaine façon, d'être apprécié par ce monde extérieur d'une certaine façon. Et quand j'ai fait le choix un jour d'estimer que c'est en le jouant plutôt bleu que je serais mieux aimé, mieux considéré, pourquoi veux-tu que je change ? Et donc, tous autant que nous sommes, on s'est trop appuyé sur notre qualité principale dans un premier temps, et pourquoi pas,
Et arrive un jour où tu finis par ne pas être heureux à plein, dans la plénitude absolue en étant que bleu, et pour cause, puisque je suis arc-en-ciel depuis que je suis né, et que c'est de par mon libre arbitre que je me suis trop appuyé sur ce bleu et pas assez sur autre chose. Mais je ne peux me mettre en chemin de réveiller le reste de ce que je suis que lorsque j'ai admis que j'avais un principal. Dans ton livre, justement, parce que tu as écrit un livre sur l'énéagramme, tu écris « L'énéagramme nous permet de comprendre comment s'orchestre notre partition intérieure ». Et justement, si on continue sur la métaphore de la musique, qu'est-ce qui se passe, Eric, entre notre petite enfance et notre période adulte, avec tout ce qu'on va laisser avoir de nous en termes d'habitudes et de valeurs, justement au regard de l'énéagramme ? Ouh là là, mais tu en as des questions. J'espère qu'on est parti pour 5 heures et plus. Je dirais la métaphore qui est la plus importante, c'est que quand le tout petit enfant sort de son état d'innocence un jour et qui se confronte à la matérialité du monde extérieur ou à la réalité du monde extérieur, il sort d'un monde de l'unité où tout est en lien avec tout et tout est harmonieux avec tout et moi j'ai une place dans ce grand tout et tout baigne et tout est cool. Un jour, il se cogne, en fait le monde est duel et ma mère et moi ça fait 2, elle est une entité à part entière, mon père et moi ça fait 3, c'est une entité à part entière aussi et donc je ne suis plus dans un grand tout qui est harmonieux et tout, je fais partie de la réalité d'un monde où il faut se faire aimer, il faut exister par soi-même et tout, et donc ça c'est un instant qui est terrifiant dans l'évolution du petit enfant. Et donc comment faire pour être moi, pour exister, pour être apprécié. Et là on entre dans le schéma de ce que j'appelle la punition et la récompense. Et l'enfant va comprendre que s'il fait à côté du pot, on le punira et on l'aimera moins. Et s'il fait dans le pot et dans la conformité ou dans ce qu'il croit qui est désiré par le monde extérieur, on l'appréciera plus, il sera plus aimé et tout. Et donc il y a un jour, au clic, l'enfant se fait une cartographie du monde extérieur en disant il faut que je fonctionne comme ça pour être aimé et apprécié. Et ça, c'est ancré extrêmement fort au fond du « qui suis-je ?» Et dans un premier temps, j'ai fonctionné que sur cette base-là. C'est un fonctionnement que comme si, que. Alors je vais prendre un exemple si tu veux, je vais revenir au pot et à côté du pot. Si un jour, après qu'il est beaucoup plu, il se remet à faire beau et que moi j'ai envie d'aller jouer dans le jardin et qu'il y a des flaques et que je fais flouch avec les flaques et que je m'en mets un peu partout et que c'est jouissif en termes de spontanéité de laisser vivre ce petit enfant que je suis qui découvre que quand tu fais splouch au sein d'une plaque, ça envoie de l'eau à droite à gauche, ça a un bruit, ça a un goût et c'est excitant que la spontanéité qui est mienne puisse exister. Super. Sauf que quand je rentre crotté jusqu'en haut et que les parents me grondent, voire me renvoient dans ma chambre en disant que c'est mal, que c'est pas bien parce que je suis sale, et là je me cogne à waouh, j'ai commis un acte qui de leur point de vue est répréhensible, possiblement casser un lien d'affection qu'ils avaient envers moi. Il ne faut plus que je joue à ça. Et donc, je vais maîtriser ma spontanéité. Je vais être dans le contrôle de ce que je dis et de ce que je fais. Parce que si je fais un truc qui leur déplaît, je vais refaire à côté du pot. Ils ne m'aimeront plus. Et ça, c'est trop grave. Et là, on rentre dans une personne qui va essayer de bien faire, qui va essayer de faire ce qui est juste, de faire ce qui est bien. Ce qui est très gentil, mais la spontanéité est enterrée une fois pour toutes parce que la spontanéité a été considérée comme dangereuse. Alors, est-ce que tu pourrais expliquer justement, du coup, les 9 structures de personnalité qui expliquent que dans une même situation, 2 personnes peuvent réagir justement complètement différemment ? Alors, c'est là où on parle du placement de l'attention, si tu veux. C'est ce qu'il y a de plus simple pour expliquer ça. Donc, il y a, mettons, 9 personnes qui rentrent dans une pièce, l'une après l'autre. En fonction de mon trait de personnalité, de ma structure de
personnalité. Quand je pénètre dans une pièce que je n'ai jamais vue encore, je pousse la porte et je suis prédisposé, je suis dans la programmation de d'abord voir des choses qui intéressent mon profil de personnalité pour être sûr de gérer la situation là. Exemple, un profil dit altruiste, j'aime pas mettre des mots sur les... mais bon, on va quand même être obligé d'eux. Donc pour un profil dit altruiste qui a besoin pour exister de déceler les besoins de l'autre et de subvenir aux besoins de l'autre et de rendre un service avec l'autre, ce profil 2, il pousse la porte et qu'est-ce qu'il voit ? Au milieu des 10 ou 15 invités qui y sont, il voit le pauvre monsieur tout seul dans un petit coin au fond qui a l'air de s'embêter et tout. Et cette personne va se dire, c'est peut-être ce monsieur tout seul au fond de la salle qui a le plus besoin d'aide ou de lien humain ou d'assistance, et donc c'est vers lui que je vais. Et donc j'ai un placement de l'attention qui voit d'abord cette personne seule et qui remet en route mon process de confiance en moi et d'estime de moi, où pour me valoriser, ne serait-ce qu'à mes propres yeux, j'ai besoin d'être utile aux autres là, et donc à cette personne-là. Et donc, avec un instant extrêmement bref, j'ai poussé la porte et je rentre, et en une à 2 secondes, je ne vois plus que ça. C'est-à-dire qu'il y a une réduction de mon champ qui fait qu'au lieu de voir la pièce à 360 avec tout ce qui s'y passe et toutes les personnes qui y sont, je ne vois plus que ce monsieur tout seul au fond. Et donc il y a un prisme de ma focalisation de mon attention qui remet en route de façon automatique mon schéma comportemental qui dit je ne serai une personne bien que si je m'occupe des autres et si je m'occupe de l'autre. Et donc je vais aller voir la personne en question qui peut-être est enchantée d'être seule et qu'on lui foute la paix, mais ça je ne le sais pas, je ne le vois pas. Et je vais aller lui demander si elle veut un verre d'eau, si elle veut un jus d'orange. Et comme je suis doué à discerner le besoin de l'autre, je vais être doué à engager la conversation, créer un lien, et si possible, déceler que cette personne a besoin qui d'un jus d'orange, qui d'une conversation, qui de je ne sais pas quoi. Donc c'est un vrai filtre sur la réalité, et on ne va pas avoir tous Exactement. le même. On regarde une croyance un peu inconsciente. Exactement ça. Et alors ça va loin, parce que de mon point de vue, à chaque instant, je vois l'ensemble de la réalité qui se trouve là, de mon point de vue. Donc ça, c'est le voile de l'illusion, comme j'appelle ça. Je m'illusionne à chaque instant d'être sûr et certain de voir la réalité objective, alors que c'est tout faux. À chaque instant, je ne perçois que ce que mon ego a envie de voir de la réalité qui se trouve là. Et mon chéri, ou mon enfant, ou mon copain, ou je sais pas quoi, lui, quand il rentre dans cette pièce, en fonction de son profil, il voit autre chose. Il voit absolument pas la même chose que j'ai vu moi. Ce qui est très intéressant, c'est d'aller voir un film. Tu prends un copain et tu vas voir un film à 2. Et on voit le même film ensemble. Et on se tait, et on va au bistrot après, et on boit un coup. Il y a 99 chances sur 100 que la perception que tu as du film à la sortie n'ait rien à voir avec ce que j'ai vu moi. On n'a pas vu la même histoire, on n'a pas vu le même héros, on n'a pas vu de la même façon, on ne l'aime pas pour les mêmes raisons, ou tu l'aimes et je n'aime pas. Enfin, c'est extrêmement intéressant de partager un feedback sur la même réalité qu'on a pu vivre ensemble. Donc un film, c'est encore une chose simple, neutre. Mais dans un conflit de couple, comme il y a des antécédents ensemble, à force de ne jamais percevoir la même chose d'une réalité, ça engendre toutes sortes de non-dits, de peur, et d'attente aussi. Parfois, on attend que les gens réagissent aussi comme nous. Incompréhension. Ouais. On passe son temps à croire que l'autre a vu la même chose que j'ai vu moi, mais jamais. Jamais. Donc c'est déjà un outil qui est hyper précieux dans la communication avec l'autre, tout ce qui est éducation d'enfants, la vie de couple et pro. En termes de développement personnel, c'est une révolution d'admettre que la perception du monde que j'ai à chaque instant n'est pas toute la réalité qui est là, mais qu'une partie. Et c'est ce que propose un système-là, sur les 1001 façon de percevoir une réalité à chaque instant, cet énéagramme a choisi de classifier 9 grandes perceptions de la réalité à chaque instant. Donc, il n'est absolument pas question de
assujettir une personne à son type, pour admettre que ça, c'est juste dire, tu es unique au monde, tu es très belle comme ça et tout baigne, et tu fais partie de l'un des 9 grands champs qui perçoivent la réalité extérieure d'une certaine façon aussi. Ton exemple sur le film, il est intéressant. C'est comme aussi les soirées. Tu vas à une soirée, tu questionnes 2 personnes sur est-ce que tu as apprécié la soirée. Il y en a un qui va te dire j'ai passé une excellente soirée, l'autre qui va te dire je me suis ennuyé à mourir. Et c'est assez drôle d'ailleurs de voir ces différences, quoi. Et donc, 1, on va s'intéresser à ça, et 2, on va jusqu'à qu'est-ce qui a fait que l'une s'est amusée et l'autre pas. Ouais. Le pourquoi qui est en dessous, les motivations inconscientes de chaque personne expliqueront que pourquoi l'une s'est ennuyée et pourquoi l'autre pas. Donc il y a toute une face cachée des personnes qui fait que cet outil est aussi assez intime, puisqu'une fois que j'ai compris les motivations intérieures qui sont tiennes, je peux plus facilement me ajuster à toi, mieux comprendre les émotions que tu vis à chaque instant et être un vecteur de approfondir la qualité de la relation avec toi grâce à ces motivations inconscientes que je comprends. Ça peut aussi être, certains sont inquiets et pensent que ça peut être un outil de manipulation avec l'autre. Je crois qu'on a dépassé ça et que dans le monde au sein duquel on vit, on discerne de plus en plus vite si une personne est en train de te manipuler ou pas. Donc les détracteurs, et ils sont rares par rapport à cet outil, disent oui, on pourrait en faire un outil de manipulation. Je n'ai jamais vu cette utilisation-là sur les 30 000 personnes que j'ai vues en 35 ans, mais oui, peut-être. Voilà, peut-être. Je voudrais rebondir sur ce que tu dis. Effectivement, il y a une sorte d'éveil à soi quand on comprend aussi sur quel profil on est, en tout cas quel est notre profil dominant. Et pour avoir fait les formations avec toi au CEE, il y a un mélange de je comprends qui je suis et une grosse forme d'autocompassion qui arrive avec un accueil de soi et on se dit voilà, je comprends aussi pourquoi j'ai fonctionné de telle manière pendant des années, donc ma singularité. Et en même temps, il y a aussi ce côté où ça me relie aux autres dans leur singularité aussi. Et je trouve que c'est hyper beau ce qui se passe quand on comprend qu'on est différent, mais qu'on est lié aussi, et que chaque profil a aussi une forme de beauté. Chouette. Oui, j'ai qu'un mot à dire là-dessus. C'est une histoire de transmission. Si on reste dans la tradition orale, comme j'appelle ça, il est question de jouer le jeu de la vérité en groupe. Et là, il se passe des choses intéressantes, c'est-à-dire que la découverte de l'autre qui est là m'aide à mieux me comprendre moi. Exemple, si je prends un petit enfant vers 3-4 ans qui demande à l'un de ses parents « Est-ce que mon pull est rouge ?» Eh bien là, le parent a le choix entre soit dire « Oui, ton pull est rouge » ou bien dire « Écoute, j'entends que tu commences à t'intéresser aux couleurs. Si tu as une petite heure, je vais t'apprendre ce que c'est que bleu, ce que c'est que vert, ce que c'est que jaune, ce que c'est que rouge. » Et si l'enfant a dit OK, donc OK, on va passer une petite heure, bleu, rouge, vert, jaune, marron, tout ça. Bon. Et à l'issue de ça, le parent va redemander à l'enfant, alors, ton pull est de quelle teinte ? Et l'enfant, par lui-même, sera capable de voir que son pull est rouge, par opposition au bleu, au jaune, au vert et au marron. Donc là, il y a une conscience qui est beaucoup plus large, qui est beaucoup plus grande. Il y a une prise de confiance en soi qui est associée à ça, qui est dingue. Une fois que l'enfant est capable de discerner les couleurs, il va être capable de mieux se exprimer et de mettre des nuances sur ce qu'il est en train de dire. J'ai eu un cours avec ma prof de maths aujourd'hui. Elle était habillée avec un pull rouge et une veste verte, et elle a les yeux bleus, et elle a dit ci, elle a dit ça. Et donc, il y a une confiance en soi qui vient quand je suis capable de monter en grade dans les qualificatifs que j'utilise pour décrire des choses que j'ai vues ou que j'ai vécues. Ok, eh bien avec la découverte de soi, c'est un petit peu ça aussi. Je ne vais découvrir que je suis rouge qu'en rencontrant en stage des gens qui se sont découverts bleus, qui se sont découverts verts, qui se sont découverts marrons, et à chaque fois ça fait tilt. Quand je dis oh, « je suis pas comme ça »,« non, je suis pas comme... non, je fonctionne pas comme ça »,« non, je fonctionne pas comme ça non plus », et je vais prendre un café avec l'autre, « ah, je fonctionne pas encore non plus comme ça », et je déjeune avec un truc, je ne fonctionne pas. Et il y a un instant où ça fait tilt, où je vais découvrir que ce que je suis, c'est comme si, mais ce comme si, il est fait d'une conscience que je suis comme si, parce que je ne suis ni comme ça, ni comme ça, ni comme ça, et ni comme ça.
Et donc je suis capable de me trouver dans les singularités qui sont miennes par opposition à tout ce que je ne suis pas. Et ça, c'est un pouf, c'est une prise de conscience rare et forte. Donc oui, je te suis. En stage, il y a cette merveille de la découverte du soi par opposition à ce que je ne suis pas, et du respect de l'autre qui est autre, et c'est ok aussi. L'autre, il s'est découvert aussi dans ce qu'il est, par opposition à ce qu'il n'est pas. Et donc, je vais être beaucoup plus riche dans les conversations que je vais avoir avec lui, parce que je vais lui demander de me parler de ses motivations inconscientes, entre autres. Donc, c'est pas juste du rouge qui parle à du bleu, c'est... Alors, raconte. Qu'est-ce qui a fait que tu es... Ah, c'est extraordinaire. Ben moi, tu vois, je suis ça parce que... Blablabla. Et c'est super. Donc, on s'enrichit de toutes sortes d'émotions intérieures, d'une cartographie. J'aime bien ce mot-là. On va s'enrichir de nos cartographies intérieures respectives à un niveau de conversation qui est plus profond et plus riche que le gna-gna-gna habituel de personnes qui n'ont pas encore accès à cette richesse intérieure qu'ils sont capables d'écrire. Et il y a une phrase que j'ai entendue souvent pendant les stages, notamment de Marisa, que je salue au passage, qui anime avec toi les formations. Elle dit toujours comment chaque profil peut contribuer au monde. Et il y a vraiment cette idée que chaque profil amène vraiment quelque chose de différent et qu'il n'y a pas de hiérarchie en fait entre les profils. Même si peut-être socialement il y en a qui sont plus valorisés, mais il n'y a pas de hiérarchie dans l'énéagramme. Non, je suis beau, et je suis beau, et je suis beau, et je suis né pour apporter ma coloration principale au monde, à condition de ne pas être égotiquement super fier de fonctionner comme ça. Donc, c'est un outil qui rend humble aussi. Et je ne peux bien transmettre au monde que les valeurs supérieures de ce que je suis ou de mon type que si j'ai admis que ma coloration est très sympathique, mais elle n'est que une coloration et pas plus. Donc il faut un jour que je bascule dans l'humilité de ne pas prétendre être sûr et certain que c'est mon point de vue qui est bon. J'ai un point de vue, je regarde le monde d'une certaine façon, j'ai une valeur ajoutée à apporter au monde, super. Et il ne faut pas que je sois fier, il faut que je sois... Plus je serai humble, plus ce que j'apporterai au monde sera bon et beau. Mais ça demande un travail d'aller voir aussi les mauvais côtés de mon type, les zones obscures, les zones d'ombre et tutti quanti. Et c'est un outil qui s'y prête bien. Chaque profil a ce qu'il a de plus beau à apporter au monde à un bout, et le pire de son profil aussi. Et moi, je suis du pire de mon profil, et plus je pourrai apporter du beau, et dans ma vie de couple, et au reste du monde aussi. Il y a quelque chose que je trouve aussi intéressant dans l'énéagramme, c'est ce qu'on appelle les centres d'intelligence. Donc on aurait 3 centres d'intelligence, corps, cœur, tête. Et du coup, il y en aurait un ou plusieurs qui s'exprimeraient plus fortement en fonction des profils. Est-ce que du coup, ça sous-entend qu'il y a certaines émotions qui vont être plus associées à certains profils que d'autres ? Alors, après avoir dit qu'il fallait surtout pas être fier de son truc, je vais être super fier. Parce que quand j'ai commencé à transmettre cet outil il y a 35 ans et que j'ai évoqué le centre d'intelligence du cœur, le centre d'intelligence du corps et le centre tête, les participants me regardaient avec des yeux ronds comme si j'étais fou et archi-fou, quoi. Et ce qui est très joli, c'est que les neurosciences sont arrivées et qu'elles ont dit et prouvé que oui, il y a des neurones, il y a plus de neurones dans son ventre que dans son crâne, ce qui est déjà waouh. Et au niveau du cœur, j'ai oublié le mot. Alors, ils n'appellent pas ça des neurones au niveau du cœur, mais c'est également des particules qui font que... Ils appellent ça les particules qui supportent l'empathie de personne à personne. Donc, la capacité de capter les émotions de la personne en face. Donc, la base, c'est que oui, nous avons chacun ces 3 centres d'intelligence. Donc, on peut être plus dans l'intelligence du corps à certains moments ou dans l'intelligence du cœur à d'autres. Oui, on a les 3, mais, et on revient à chaque fois à ça, et on a les 3, et il y en a un qui est principal, et qui est le premier qui intervient dans mon interprétation, dans mon ressenti du monde extérieur et de ce qui s'y passe. Alors, je peux rapidement passer les 3 en revue. Bon, la tête, on sait tous où c'est pas très compliqué. Donc, je vais prendre comme exemple, je suis sur l'autoroute en plein hiver, je roule bien à 110, il pleut,
À un moment, il y a un double remords qui me précède, qui part en vrille, sur une plaque de verglas ou je sais pas quoi, et pouf, il se met en travers, pouf, pouf, pouf. Et là, c'est mon intelligence du corps qui intervient pour je braque, je contre-braque, je rétrograde, et je vais finir par passer dans le trou de souris que le double remorque a laissé entre la barrière de sécurité à gauche et sa vrille qui a fait qu'il est plus ou moins en travers. Et donc là, c'est mon corps qui intervient. C'est des réflexes du corps qui font que j'ai les bons gestes intelligents qui interviennent à bon escient pour faire que je passe dans le trou de souris qui fait que je suis encore en vie. Ok, donc je passe. 100 mètres plus loin, je trouve la bande arrêt d'urgence, j'arrête, je coupe le contact et tout, et là je me mets à transpirer, j'ai les mains qui tremblent. Ça, c'est l'intelligence du cœur qui intervient, donc j'ai rétrospectivement peur de ce qui s'est passé, j'aurais pu laisser ma vie, c'est quand même, ça fait peur, et donc j'ai le cœur qui se met à battre à 200 à l'heure, et la conséquence, c'est que j'ai les mains qui tremblent, et bon, donc, en rétrospective, j'ai une émotion qui intervient et j'ai peur. Et troisièmement, j'ai envie de dire beaucoup plus tard, un centre qu'on considère tous comme très rapide, mais qui en l'occurrence a été assez lent, j'ai le mental qui va intervenir en troisième et qui va essayer de se refaire le film pour revoir par quelles étapes tout ça s'est passé, pour essayer de analyser à froid après. Qu'est-ce qui a fait ? Ah oui, il y a un instant où le double remorque plouf. Et donc, moi, je vais me revoir dans l'intelligence du corps a posteriori, mettre mes bras comme ci, mes mains comme ça, le changement du... je sais pas quoi. Bref. Donc là, les trois sens interviennent. D'abord le corps, après le cœur et après tête. Ok ? Il y a d'autres types de situations. Exemple, quand je regarde un film aussi. Quand je regarde un film, en fonction de mon centre principal, je peux soit être un analyste qui interprète pourquoi le réalisateur a fait intervenir cet acteur-ci, pourquoi il lui a fait faire ça, et alors le but c'est quoi ? Et alors il y a cette intrigue où on cherche un meurtrier, mais on ne sait pas quel est le meurtrier, mais moi ça m'intéresserait de découvrir le meurtrier. Donc si je suis plutôt un centre-tête, je vais plutôt analyser les différents événements du film, les personnages du film, pour essayer de discerner quelle est la solution et qui a tué qui et quoi et quand. Ok. Fine. Et pendant ce temps-là, ma femme, qui est plutôt centre-cœur, elle, en a rien à faire de qui a tué quoi et quand, mais rien à cirer. Elle est plutôt empathique avec chacun des personnages du film qui interviennent, et donc elle va se mettre plutôt dans la peau de cette dame. Ah oui, alors elle ressent ça, mais est-ce qu'elle l'aime ? Oui, je pense qu'elle l'aime. Et alors, oh là là, c'est beau ce qu'elle est en train de vivre. Bref, elle va vivre chacun des personnes du film par procuration, en se laissant en empathie d'abord avec l'un, puis avec l'autre, puis avec le troisième. Elle va vivre ce que chacun des personnes du film vit au niveau de son cœur. Et à la fin, elle finira par subir le fait que c'est un tel qu'on voulait un tel et qu'a tué l'autre. Mais ça n'interviendra qu'après elle ait vécu un beau film parce que les émotions qu'on lui a fait vivre étaient belles, chouettes. Et puis un autre qui va plus intelligence du corps, qui va trouver à certains moments que c'est incohérent parce qu'il est improbable que telle personne dans le corps qui est le sien, opposé à telle autre personne, lui ait pas mis un nion, parce que franchement, c'était tellement injuste, et tellement ci, et ça, et ça, et ça. Donc ces trois personnes vont vivre le film de façon très différente, avec, là encore, bon, il se trouve que c'est un film, avec la vraie vie aussi. Ce que dit le modèle, c'est que je me relie au monde d'abord, premièrement, et de façon principale, par mon centre d'intelligence que je préfère. Donc, comme pour les 9 types, j'ai accès mes 3 centres d'intelligence, mais c'est quand même très souvent le principal qui intervient d'abord. Et donc, de la même façon, je ne filtre pas le monde de façon objective, puisque c'est d'abord mon centre d'intelligence principal qui analyse ou qui interprète ou qui est en lien avec. Et pour peu que je sois une personne pas très ouverte et développée, je vais laisser les 2 autres centres d'intelligence au rencard, sans jamais m'en préoccuper, parce que je suis tellement excité et je me sens tellement surdoué dans mon interprétation de mon centre d'intelligence tête, cœur ou corps, que je m'en contente, je suis très heureux comme ça. Et donc je ne t'écoute pas quand tu me parles de ton centre à toi,
parce que je ne imprime rien. J'ai énormément de mal à accéder aux deux autres sens si je n'ai pas pris le temps de me dire qu'ils existent aussi, qu'ils sont importants aussi, qu'ils ont des choses à me dire aussi. D'où le fait qu'on peut ne pas voir le même film en ayant vu le même film. Exactement. On en revient à ça. Ou aller à la même soirée en étant l'un content et l'autre pas. Si on se parle un peu de liberté, Éric, dans quelle mesure remettre de la conscience sur des mécanismes qui ont été pendant très longtemps inconscients, ça nous redonne une marge de liberté? Tout à l'heure, tu as parlé de potentiel. Waouh, alors là, tu évoques ce que j'appelle un libre arbitre. Et le libre arbitre, laisser à la liberté de chacun. Et donc, il y a une théorie qui dit qu'un être humain ne se développe que lorsque la souffrance qu'il a à continuer à fonctionner comme ça est supérieure aux inconvénients qu'il y aurait à se remettre en question. Donc, la moralité, c'est que tant que j'ai pas pris assez de baffes dans ma vie, j'ai aucune bonne raison de me remettre en question et d'aller vers valoriser le reste de mon potentiel qui dort encore, quoi. C'est tellement bête. On n'utilise que 10% de son potentiel alors qu'on a une richesse de 100%. Quid, quoi. Ouais, mais tant que j'ai pas pris assez de baffes, tant que mon ego, on va dire ça comme ça, tant que mon ego n'a pas pris assez de claques, il n'a aucune raison de vouloir ouvrir à autre chose, lui. Bon, il y a la crise de la quarantaine aussi, où fatalement un beau jour, je vais me réveiller en me disant qu'il me reste moins de jours à vivre que ce que j'ai vécu jusqu'ici, et que ça me donne le goût d'aller explorer autre chose. Ça, c'est bon, ça, c'est une source de soif de vivre, soif d'être à plein, soif d'être heureux d'une façon autre. Et donc, une fois que cette prise de conscience, que se remettre en question peut être quelque chose de bénéfique, une fois que cette prise de conscience est faite, ça me donne la force de commencer à renoncer à des certitudes, de renoncer à certains acquis pour explorer autre chose. Mais il faut quand même qu'il y ait des raisons suffisantes à le faire. C'est très souvent aussi, pour certains couples, une fois que le dernier enfant est parti, il a 18 ans, il va faire certaines études, je sais pas où, je sais pas quoi, et donc le couple va se retrouver seul, et donc là, il y a la place pour éventuellement une remise en question, en disant, on a vécu en tant que couple pour élever de beaux enfants, et que gna gna gna, maintenant ils sont partis, donc quid. Donc là, il peut y avoir une place pour... au niveau de sa vie pro aussi, on peut avoir le sentiment d'avoir fait le tour un jour, et tu vas dire, ok, j'étais dans tel secteur d'activité depuis 20 ans, j'y ai réussi, j'ai grimpé certains échelons, j'ai réussi, quid, quoi. Est-ce que j'ai envie maintenant de passer mes 30 prochaines années pro à continuer à être là ou pas, quoi. Et donc dans ces questionnements intérieurs, on est tous en quête d'un mieux-être, d'une plénitude intérieure. Peut-être que le regard que me portent les uns et puis autres à moi ne me suffisent plus, qu'exister extérieurement ne me suffit plus, et que ma vie intérieure commence à prendre sens, et peut-être qu'en moi, il y a une richesse intérieure que j'ai pas pris le temps d'explorer encore. Être heureux entre soi et soi, je dis pas que c'est mieux que d'être heureux avec d'autres, mais si je ne suis heureux que parce que les autres sont heureux, et que je me plie à leur desiderata pour être heureux avec eux, je renonce à une partie de moi, et il y a un moment où c'est pas juste, quoi. Donc comment être en phase entre soi et soi, comment être en paix intérieure entre soi et soi, et aussi être heureux avec d'autres, mais pas que être heureux avec d'autres, tu vois. Cette paix intérieure, elle risque de nous offrir une main un jour pour qu'on aille un peu plus à l'intérieur de soi, voir ce qui s'y passe. Alors je dis pas qu'il faut être que intériorité, c'est pas ce que je dis. Je dis juste, la paix intérieure existe aussi. Est-ce que c'est pas une vraie quête à entreprendre un jour? Alors ceux et celles qui nous écoutent vont se dire, j'ai hâte de savoir quel est mon profil. Alors je précise quand même qu'on va se balayer les profils, que ça suffira sûrement pas à trouver son profil, mais est-ce qu'on pourrait se faire une petite balade, Éric, autour des 9 profils de l'énéagramme, à condition que chaque auditeur lève sa main droite et dise « Ok, j'accepte que je ne trouverai pas mon profil en une dizaine de minutes avec un survol un peu trop rapide. » Sachez quand même que cette quête du soi, elle est
pas neutre, que certains peuvent hésiter pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et que si j'avais un conseil à vous offrir, une fois qu'on aura dit un peu le survol des 9 profils, commencez donc par aller voir 3 ou 4 personnes de votre entourage et demandez leur quel serait le défaut principal qu'ils vous trouvent ou la critique principale qu'ils auraient à vous faire. Ça, c'est le moyen le plus safe, le plus sûr de trouver votre type, puisqu'évidemment, je ne suis pas objectif par rapport à qui suis-je. Et quand on déploie les 9 profils, je voudrais être un petit peu de tout. Oui mais non quoi. Quand votre femme, vos enfants et vos amis sont tous d'accord pour vous dire que votre défaut principal c'est ça, ça dit par A plus B que vous n'êtes pas un petit peu de tout et que vous êtes d'abord un principal. Alors allons-y, c'est parti. Alors comment est-ce qu'on va le jouer ce truc-là ? Par les défauts principaux. Tiens, allons-y. On va essayer d'associer une qualité avec un défaut. Donc nous pourrions avoir notre profil 1. Eh bien, il considère que le monde tel quel n'est pas juste, n'est pas bien, et que pour que le monde soit bien, il faudrait que chacun essaye de s'améliorer de jour en jour et se donne du mal pour essayer de bien faire, de mieux faire et tout ça. Et comme il est jusqu'au boutiste, il va essayer d'être le premier de corder et d'être exemplaire, en montrant aux autres que lui, il fait le maximum d'efforts pour s'améliorer de jour en jour, que tout aille bien, que tout soit bien, que tout soit gna 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 gna. Ok. Donc ça demande de la rigueur, ça demande de la discipline, ça demande une grande intégrité, jusque-là bien, c'est donc quelqu'un qui essaye de bien faire, sauf que le mauvais côté qui va avec, c'est que quand il se prend à son propre jeu, eh bien il devient ce que j'appelle un raid, et donc à force d'être trop raide, eh bien je fais passer, pour dire ça comme ça, le fait que mon ado de 13 ans ne se soit pas lavé les mains avant de passer à table, eh ben c'est très grave, en oubliant que sa petite amie l'a largué il y a 2 jours, et donc le pauvre chéri, il est désemparé et tout, et que peut-être que pour une fois, je pourrais laisser passer mon côté raide sur les mains non lavées, après le fait qu'il a besoin de compassion avant tout, quoi. Voilà. Donc, de la rigueur et de la discipline, oui, et ça peut se transformer en raide. Donc c'est le fameux, celui qu'on appelle, alors je sais que tu n'aimes pas qu'on mette des noms, mais juste pour labelliser un peu, le perfectionniste. Voilà, si tu veux. Voilà. Le profil de lui, c'est notre profil altruiste, et donc je suis fier de déceler les besoins de l'autre, de rendre service aux autres, d'être une valeur ajoutée aux autres, et ok, super, très bien, donc très empathique, et parfois trop, un peu éponge avec les émotions des uns et des autres autour. Donc oui, je discerne très joliment ce qui pourrait te faire du bien à cet instant-là, mais si je te le donne à chaque fois sans te laisser libre de dire est-ce que tu as besoin d'aide ou pas, eh bien je finis par devenir quelqu'un d'un peu étouffant qui a besoin de te rendre service pour exister. Et donc c'est bien, et ça peut être trop. Si je peux devenir un casse-couille trop envahissant qui se mêle de ce qui ne le regarde pas et qui lui dit « ta vie de couple, ça va pas du tout, il faut que tu le quittes et je vais te donner 2 bons conseils et te coacher pour que tu trouves le bon chéri. » Ok, mais je te demande rien au fond. Peut-être que moi je suis très heureux, là, j'ai pas besoin qu'on se mêle de tout ça. Ah oui, mais je suis sûr que. Bah ok, t'es sûr que, mais t'es pas dans ma peau et dans ma vie. Oui, mais tout ça c'est pour te rendre service. Ok, non en fait, quoi. Non. Non, à 80% ils sont sympas et cool, mais ça peut devenir envahissant à certains moments. Donc lui c'est l'altruiste. Voilà. Après, nous avons, vas-y. Le 3, le battant. Le battant. Alors moi, je raisonne en fonction de objectifs et je deviens un surdoué d'être focalisé sur un objectif l'un après l'autre. Or donc, si l'objectif que j'ai le matin, c'est de passer un bon petit déjeuner avec mon fils de 3 ans que j'aime bien, eh bien, je vais oublier le reste du monde et être focalisé sur être avec lui, joliment, lui filer son bol de choc à pic et je sais pas quoi, et passer un bon quart d'heure avec lui. Mais à l'instant où je décide que je risque d'être en retard pour mon premier des rendez-vous pro, je peux passer d'un père très chaleureux avec lui, un iceberg très dur, très froid et très machin, en faisant tout juste une bise en partant, et en disant « Ok, à soir, bye ».
Parce que là, j'ai mon objectif d'après qui est arrivé, il faut que j'aille au bureau aussi vite que possible. Pouf, pouf. Et là, je ne vais pas voir les gens autour, je ne vais pas être sympa, je n'ai pas de temps à perdre avec eux. J'ai un objectif, j'ai un client à l'heure dite après. OK. Donc là, je vais être avec un client et là, objectif, c'est vendre. Donc, je peux être soit gentil avec le client pour qu'il achète, ou je peux m'adapter et pousser mon adaptabilité à sortir les bons arguments pour que le client achète. Donc, c'est assez étrange. Je suis à la fois très adaptable et avec des côtés très chaleureux s'il faut, et une machine de guerre à vendre à tout prix. Et je vais être les deux ensemble. Et très souvent, j'arrive à bien vendre. Super, OK. Et puis, c'est fini, c'est terminé. Je serre la main du client, bye. Et je vais passer à autre chose. Donc, c'est un personnage, entre guillemets, intéressant parce qu'il est hybride de chaleur humaine de m'ajuster à l'autre et d'une froideur implacable de vendre. Voilà, donc je court-circuite un peu. C'est plus riche que ça, en fait, mais... Voilà, donc ça a de très bons côtés. Exemple, je pense à une femme que j'ai rencontrée qui était comme ça, qui avait quand même qui n'avait pas de conjoint et 4 enfants. Eh bien, ça passait par se lever à 5 heures du matin pour faire la gym, parce que si je ne la fais pas le matin, je n'aurais pas le temps de la faire. Et puis 5 minutes de relaxation après, parce qu'il faut que je me décompresse avant de sortir le picard du frigidaire pour le mettre dans le four à 6h30 du matin, en le programmant sur 18h50, pour que quand tous les enfants seront là, on puisse passer à table à 19h30 pile, pour être bien efficace et qu'on passe du beau temps ensemble. Et après, je réveille le premier, je passe 5 minutes avec lui, je le mets à son petit-déj, je réveille le second, je le mets à la douche, pour qu'il prenne sa douche vite, pour qu'il puisse revenir assez vite, pour partager un peu du petit déjeuner avec le second. Et puis, bon bref, une machine de guerre de organisation pour essayer de faire que chaque enfant soit heureux et qu'on s'y prête bien. Ok, mais tout ça est épuisant aussi, quoi. Et il faut que je me concentre sur mon chiffre d'affaires, parce qu'il faut qu'à mes propres yeux, mon chiffre d'affaires augmente de mois en mois. Waouh! Chaud. Donc la forme la pire, c'est que ça devient ce que j'appelle un hamster qui court dans son truc là de mieux en mieux et de plus en plus vite et qui finit par devenir haletant à force de rajouter certains objectifs à d'autres pour être une bonne mère, une bonne chef d'entreprise, une bonne ci et ci et ça et ci et ci et ça. C'est ce profil-là qui est le plus sujet au burn-out ? Oui, bah oui. Alors, c'est amusant parce qu'à force de faire de la relaxation et de la gym, parce qu'ils savent avant d'autres qu'il faut en faire, ils vont reculer l'âge à laquelle leur burn-out va leur tomber dessus un jour, mais le jour où ça tombe grave, puisqu'ils n'ont été qu'une machine à produire des résultats pendant leur vie entière. Et que la relaxation, ils l'ont apprise plus ou moins, sans se rendre compte qu'ils pouvaient... manquer de piles un jour. Exemple type, quand ce genre de personne va faire un check-up un jour où il passe en burn-out, eh bien le résultat du check-up c'est madame, monsieur, non, il n'y a rien qui va mal, tout ça va bien, vous avez bien pensé à entretenir votre corps, donc il va bien, sauf que vos piles sont complètement à plat, quoi. Donc je vous prescris 6 mois d'hôpital ou 6 mois de calme absolu parce que vos piles sont complètement à plat. Et là, c'est E.T., parce que à force d'avoir trop tiré sur la corde, pour appeler ça comme ça, de mon corps, il demande efficacité. Mais un jour, les piles, je manque de piles. Voilà. Ok. Et tu veux qu'on fasse les 9 profils ? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On a le temps. 4. Alors, vas-y. On passe au 4. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Alors, le 4, c'est le romantique. Le romantique, ouais. Le romantique. Alors, là, il faut que je m'étende un peu plus. J'ai été en connexion un jour avec une émotion très belle et très profonde où j'ai eu l'impression que le reste du monde et moi, ça ne faisait plus qu'un. Donc j'ai vécu une osmose, un moment de plénitude absolue où mes émotions intérieures étaient waouh, c'était beau, c'était grand, c'était incroyable, magnifique, sublime et tout ça. Waouh, dingue. Bon. Et depuis ce jour-là, je suis en quête de retrouvailles avec un moment d'une qualité aussi belle. Et mon curseur d'évaluation, c'est la qualité de mes émotions internes. Donc, à chaque instant, je compare l'émotion que je suis en train de vivre là avec cette émotion très jolie et absolue que j'ai vécue un jour. 9 fois sur 10, je trouve que l'émotion que je vis là,
elle est bêtasse, elle est rien en comparaison de cette magnifiquissime émotion que j'ai vécue un jour, gna 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 gna. Bon, bref, le curseur fait que je suis déçu par ce qui se passe ici, et donc là, il y a deux cas. Soit j'ai l'impression de pouvoir impacter la réalité pour la rendre plus magnifique et sublime, à la hauteur de l'émotion grandiose que j'ai envie que cette réalité soit. Et là, je me retrousse mes deux manches et je vais essayer par des qualités humaines, par des qualités de créativité ou de innovation ou intellectuelle même. Je vais essayer de pondre un truc ou de créer Tiens, on va dire qu'on m'a demandé à la communication de trouver un slogan pour mon entreprise. Ok, eh bien, je vais essayer de retrouver le slogan le plus magnifiquement adapté à la culture et à l'histoire de mon entreprise. Un slogan qui soit court, qui soit joli, qui soit beau, avec une belle image et tout, et waouh, pour que ça me fasse battre le cœur et qu'il y ait un sentiment de justesse et que ce soit waouh, ya. Bon, bref. Donc, soit je me sens à la hauteur de la tâche qui m'incombe et je crois que je peux, et là je me défonce corps et âme pendant le temps qu'il faut jusqu'à trouver le bon slogan qui sera waouh, ok, ou pas, parce que je ne suis pas en forme, parce que la mission qu'on me confie n'est pas assez à la hauteur, parce que je ne crois pas en cette entreprise après tout, parce que le chef d'entreprise, c'est un infâme en lequel je ne crois pas. Il y a mille et une raisons pour lesquelles je ne m'investisse pas dans essayer de changer la qualité de l'émotion qui est là. Et à ce moment-là, je sombre dans un espèce de nostalgie, mélancolico, je sais pas quoi, mais c'est tellement dommage que cette réalité, elle est tellement bêtasse, et là je me sens pas de pouvoir, tout ça est tellement triste, et du coup je manque de moi, et du coup je me déprécie à mes propres yeux, blablabla, blablabla. Bon bref, donc ce sont des personnes qui fonctionnent soit sur un mode hyperactif, pour changer la réalité du monde et le rendre hyper beau, soit en mode « Oh, Burke, là, j'ai pas la niaque » ou la situation ne s'y prête pas. Donc, c'est des personnes qui ont des hauts et des bas qu'ils montrent, ils n'ont aucune honte, dans la majorité des cas à le montrer, encore que ce soit plus facile à montrer si tu es une femme dans le contexte français que pour l'homme, mais bon, bref. Ils vivent avec ses hauts et ses bas, mais leur souci, c'est de recréer une réalité plus joliment impactante. Donc ça, c'était le 4. On passe sur le 5, l'observateur. Quelque chose de très différent. Alors, là, on est plutôt sur un mode intellectuel, ou dans la tête en tout cas. J'aime les autres, j'aime les personnes, ok. Et j'ai souffert un jour d'une intrusion dans mon intimité. Alors, je ne m'étends pas sur le mot de intrusion dans mon intimité, mais enfant, j'ai eu l'impression que on pénétrait dans mon espace vital sans que je le souhaite, par trop de proximité, par trop de questions trop perso, par trop de voilà. Et du coup, j'ai créé un périmètre de sécurité entre le monde extérieur et moi pour voir arriver d'un peu plus loin soit les gens, soit les situations. Le principe étant, si je te vois arriver à 15 mètres, je peux commencer à me poser la question, tiens, je crois qu'elle vient me voir, quelles pourraient être les raisons, donc me préparer affectivement, me préparer en termes d'émotion, aux bonnes raisons que tu puisses avoir de venir me voir à cet instant-là. Tiens, on n'avait pas rendez-vous, qui sait, c'est bizarre, gna 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 gna. Donc, ces 3 à 4 secondes de préparation, ça me permet de déployer mon périmètre de sécurité, de te maintenir à distance et de commencer à discuter mentalement avec toi sur la raison que tu as de vouloir entrer en contact. Et donc je deviens un analyste de génie qui se fait plein de plans sur le pourquoi, du comment et autres, et qui est très au fait de ce qu'il croit être la réalité objective d'une situation. En tout cas, il va analyser les tenants et les situations sur « Ah ok, tu m'as demandé ça, je crois avoir compris, mais je vais aller demander à l'autre. Ok, il me fait la même demande. Vous avez la même demande. Et votre demande, c'est qu'on fasse une étude. Je reviens au marketing, je ne sais pas pourquoi. Qu'on crée une étude pour savoir si tel produit se vendrait bien ou pas. Une fois que j'ai compris
pourquoi la demande a été faite, alors je peux baisser mon périmètre de sécurité et rentrer dans une dimension plus affectueuse avec toi. Mais j'ai d'abord besoin de comprendre pourquoi tu viens, quelle est la question que tu me poses et tout. Donc tu peux être juste une copine que je rencontre dans une rue un jour et qui a un problème avec son fils aîné et que c'est peut-être de ça dont tu veux qu'on cause parce que je suis un personne neutre, parce qu'on ne se voit pas tant que ça. Et donc mon côté objectif peut te plaire et tu pourrais croire que je sois de bons conseils par rapport à ton fils aîné. Après toi, pourquoi pas ? Non, je vais probablement être sur la défensive tant que tu ne me dis pas le pourquoi tu souhaites qu'on se rencontre. Une fois que tu m'as dit, j'aimerais une demi-heure pour qu'on discute de mon fils aîné, si possible un jour prochain et si possible dans un bistrot au calme. Une fois que tout ça a été dit, moi je suis OK à ce moment-là. Je comprends le pourquoi nous rentrons en contact pendant une demi-heure parce que ton fils aîné soit et que tu souffres et que tu comptes sur moi pour avoir un avis objectif sur la situation. Cool, zen, sympa. Là, je vais être capable de déployer mon cœur et quelque chose d'affectueux une fois que j'ai compris le truc. Mais tant que moi, pas comprendre, moi, pas investir rien. Et donc, ça peut faire des gens un peu froids, alors qu'au fond, ça boue, mais qui ont besoin de comprendre avant de s'impliquer. Donc celui-là, c'était l'observateur. On passe au 6, il nous en reste 4. Donc le 6, c'est celui qu'on appelle le loyal. Alors là, dans mon enfance, il y a probablement eu une histoire de trahison. Alors, je reviens sur un truc très clair. Vous, les parents, êtes des gens très bien, qui avaient fait du mieux que vous avez pu avec la situation qui était la vôtre avec cet enfant-là. Donc on ne culpabilise pas. Je parle juste de l'enfant et de la façon dont il a interprété le monde un jour. Bref, l'enfant s'est senti dans un truc de trahison, il a considéré que quelqu'un avait dit ci et ça ne s'est pas passé comme ça, ou que le film devait commencer à telle heure et ça ne s'est pas fait, ou que le petit frère devait rentrer de sa classe à telle heure et ce n'était pas le cas, je sais pas quoi. Donc il a trouvé que entre ce qu'on lui disait et la réalité des choses, il y avait souvent un décalage. Donc il y a un manque de cohérence dans ce monde extérieur et ce qui s'y passe. Et donc cette incohérence du monde extérieur, ça me rend un peu dans la méfiance ou dans la prudence, en me disant « Ouh là 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 là, il va falloir que je comprenne le pourquoi des choses ». Et que quand on me dit que ça commence à 8 heures, il y a une partie de moi qui sait que peut-être ça ne commencera pas à 8 heures, parce que c'est pas parce qu'on me dit que c'est vrai et tout. Et donc c'est des questions, c'est des personnes qui vous bombardent très souvent de pourquoi. Et quand tu leur dis, tiens, tu sais, j'étais ingénieur à Reims, et j'ai fini par accepter une proposition à Strasbourg. Et quand je t'écoute dire ça, si je suis en basse 6, je vais te dire très bien. Et pourquoi ? Parce que la paye est mieux. Et là, très souvent, le 6, il ne te croit pas. Il te dit, oui, alors ok, tu vas donc basculer toute une vie qui avait l'air heureuse à Reims pour aller à Strasbourg parce que la paye est mieux. Non. La vraie raison, c'est quoi ? Donc, ils essaient d'aller jusqu'au bout du pourquoi. Et peut-être que ça t'aide à faire des découvertes aussi. Peut-être que de bonne foi, tu leur as dit que c'était parce que la paye était mieux, mais que le 6, il t'aide à aller plus profondément en toi, et que tu vas, quand il te pose cette question, dire c'est vrai, il a peut-être raison au fond, c'est peut-être que j'en avais marre de mon boulot à Reims, en fait, que j'ai envie d'offrir une deuxième vie à ma vie de couple, et que peut-être que, je ne sais pas, mais elle est très intéressante, cette question du pourquoi au fond. Donc c'est un investigateur. Le 6 peut être vu comme un investigateur qui, pour lui et pour toi, te pose des questions de fond. Et dans certains entretiens d'embauche, c'est assez fou. Pour peu que le 6 aille postuler à un certain emploi, ce serait plutôt au futur employeur de poser des questions. Et bien non, la majorité des 6 risquent de prendre la parole et de poser 1000 questions. Vous, là, le N+1 avec lequel je risque d'avoir à travailler, alors vous êtes qui, vous ? Et vous sortez d'où, vous ? Et de quelle mesure je peux avoir une confiance en vous ? Et vous avez quel niveau d'expérience ? Très bien. Et si vous aviez la grippe un jour, il faudrait que je réponde au N+2. Très bien. Et c'est qui ce N+2 ? Est-ce que je peux avoir confiance dans le N+2 ? Très bien. Et puis maintenant, vous allez me présenter tout l'organigramme de votre société pour que je le comprenne bien, pour savoir si je peux avoir confiance ou pas. Et si tout ça est clair, et si tout ça est cohérent, et si on signe, à ce moment-là, je serai d'une fidélité à toute épreuve, parce que j'aurais fait le tour des 1001 questions qui me faisaient peur, qui étaient des
possible chose trappe ou incohérence. Maintenant que je sens qu'il y a de la cohérence dans tout ça, j'irai jusqu'au bout avec vous parce que je crois dans votre boîte. Donc ça peut être des fidèles à toute épreuve qui se donnent à une boîte, à quelqu'un, à un couple ou autre, aussi bien que des casse-couilles qui voient toutes les bonnes raisons que ce projet ne marcherait pas et qui poseront toutes les questions afférentes pour se rassurer au fur et à mesure. On passe au 7, l'épicurien. Alors, épicurien est un mot très galvaudé en français. Je me demande encore pourquoi on a pris ce mot-là un jour. C'est un généraliste avant tout et un optimiste. Donc, il se réveille chaque matin avec la certitude que le ciel est bleu, que la vie est belle et qu'il va se débrouiller pour que tout soit bien, fun et cool et beau. Donc, il est plutôt gourmand d'expériences fun et sympathiques. Non, quand tu es un client, on a 3 quarts d'heure passés ensemble, je vais essayer de rendre cet entretien fun et sympathique. Et le pire, c'est qu'au bout du compte, tu achèteras ou tu n'achèteras pas, on s'en fout. Tant que ces 3 quarts d'heure ont été sympathiques, que tu m'as trouvé sympathique, c'est le principal. Donc tant que toi, le client, tu te coucheras le soir en ayant eu l'impression d'avoir passé un bon temps avec moi, parce que j'ai su rendre ce temps optimistico, drôle, sympa et tout, si tu te couches avec ça, ça prime presque sur le fait que j'ai réussi à te vendre ou pas. Je ne suis pas là pour vendre, je suis là pour qu'on vive des moments sympas. Et après, ça va être avec mon patron qui me demande si j'ai des résultats ou pas. Et je vais lui dire la vérité. Je lui dis, écoutez, je mets de l'enthousiasme partout où je passe. J'ai à nouveau eu un exemple ce matin avec un client où on a eu un entretien très enthousiaste et sympathique. Et faites-moi confiance, je suis sûr qu'à force d'être enthousiaste et sympathique, ça finira par déboucher sur du chiffre d'affaires après. Ok, donc c'est bien gentil tout ça, mais je peux être quelqu'un de candide aussi, qui à force de ne voir que le côté optimiste des choses, refuse de voir l'autre partie de la réalité. Et je pourrais être le dernier dans une entreprise à découvrir qu'au fond, elle va mal. Parce que je suis tellement sûr qu'elle va bien, je me fais d'une méthode couée à m'auto-persuader que tout va bien, de chez très bien, de chez très très bien, que j'ai pu ne pas voir que mon conjoint allait mal, ou que mon entreprise allait mal, ou qu'un ami allait mal, parce que chaque fois que je le vois, je m'efforce d'être le trublion qui lui remonte le moral pour essayer de faire en sorte de lui proposer un temps sympa. Mais de temps en temps, l'autre, il a plus besoin d'être écouté dans la tristesse qui est la sienne que d'avoir un trublion qui lui raconte que le ciel est beau et que quoi. Donc, hyper enthousiaste, optimiste et très sympathique. Mais un éternel adolescent aussi, pour dire ça comme ça. Il nous reste le 8 et le 9. Le 8, celui qu'on appelle aussi le protecteur. Alors là, le mot, je prends. Dès très jeune en classe, à la cour de récré, dès 4-5 ans, c'est peut-être jeune, mais dès 5 ou 8 ans en tout cas, le 8 se veut et est le protecteur des faibles qui sont autour. Donc s'il y a par exemple dans ma classe de 20 de personnes, un garçon qui est autiste ou qui est mal dans sa peau ou qui a des fragilités, eh bien, si tu touches ou si tu dis du mal de lui ou je sais pas quoi, t'en prends 2, quoi. Donc je casserai la gueule à tous ceux qui traitent mal les faibles ou qui ne les secourent pas, quoi. Donc j'ai le sang chaud, je suis très impulsif, j'ai une grande force. Et je crois que je suis né pour mettre cette force au service des faibles. Et je casse la gueule à tous ceux qui sont injustes, quoi. Enfin, tous ceux qui maltraitent les faibles, quoi. Ce qui me donne comme placement de l'attention, on a commencé notre conversation avec ça, dans une pièce où je n'ai pas été, je pousse la porte, là. Il y a une 20 de personnes, et ce 8, il distingue très vite les rapports de force, et il met des étiquettes très vite sur ceux qui sont forts et ceux qui sont faibles. C'est sa façon d'être. Et donc, en un millième de seconde, il pousse la porte et il discerne très vite les 2 ou 3 faibles qui risquent d'avoir à protéger et les 2 ou 3 forts qui risqueraient d'abuser des faibles s'ils faisaient un truc machin. Et donc, le profil 8 va ne pas être sur le qui-vive, mais va avoir l'œil sur les uns et sur les autres aussi. Donc, ce qui prouve bien que son attention n'est pas
à 360 degrés sur tous les gens qui sont là. Il a une attention plus forte sur les faibles à protéger et sur les forts qui risqueraient d'être un danger. Et s'il faut se friter contre les forts, ça ne pose pas de difficulté. Donc si vous avez un petit garçon 8, ça va poser des problèmes assez vite parce qu'il risque de s'attaquer très vite à plus fort que lui. Donc il peut s'attaquer à des ados qui mesurent 50 cm de plus que lui parce qu'ils ont fait un truc qui n'est pas juste et il ira essayer de leur casser la gueule alors qu'il n'est pas de taille. Mais c'est plus fort que lui, il faut que... Et il n'en tire aucune gloire, c'est ça qui est assez intéressant. Je défends les faibles, et c'est comme ça, quoi. Donc il y a comme autre exemple, un exemple que j'aime beaucoup, de quand on commence à se choisir un chef de classe, alors je ne sais pas du tout si ça commence au CM2 ou CM1, bon, je ne sais pas. Bref, un jour on décide de choisir un chef de classe, ou pas, et donc un des systèmes, peut-être de laisser vivre cette classe pendant un mois. Personne ne se présente comme chef de classe et les élèves vont en coopter un. C'est-à-dire que sans que personne n'ait présenté sa candidature, on dit aux élèves, exactement comme avec le pape, là, comme avec cette élection du pape, il n'y a pas de candidat, mais il faut quand même en trouver un. Et 9 fois sur 10, c'est un 8 qui est élu comme chef de classe, parce qu'il va être coopté par ses pairs comme étant la personne qui saura dire non au prof, puisque le chef de classe est représenter sa classe auprès des profs. Donc quand il y aura des choses qui fâchent à dire aux profs, on sait qu'on pourra compter sur ce profil 8 qui a ce qu'il faut comme trip et comme affirmation de soi pour oser dire aux profs des choses qui fâchent, quoi. Donc il faut quand même ne pas avoir peur, oser équitable et être capable de rendre la justice au sein de ses pairs si jamais il y a des situations qui font que il y a un clan A et un clan B et qu'il faut essayer de faire ce qu'il faut, il aura la force intérieure pour dire ce qu'il faut, pour essayer qu'on se tape moins et qu'on soit plus ensemble. On finit bientôt notre ronde, on arrive au 9, le dernier profil, le médiateur. Alors, c'est pas le plus simple à expliquer. Comment dire ? J'ai été exposé très jeune à des conflits. Soit parce que mes parents ne s'entendaient pas et s'attrapaient, soit parce qu'en classe, je sais pas quoi, enfin bon bref. J'ai été confronté à des conflits et j'aime pas ça, je déteste ça. Et je n'ai pas la force du 8 que je viens d'évoquer pour sortir sa grosse voix et dire stop, on va pas le jouer comme ça. Donc à défaut d'avoir une grosse voix, j'ai trouvé une stratégie de médiateur pour ressentir un conflit dans un groupe avant même que le conflit n'ait fait boum. Donc ressentir au sein d'un groupe que il y a des vies, oh là 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 là, oh là 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 là, ici, oh là là, c'est un groupe où je ressens du conflit qui ne se dit pas. Voilà, c'est la phrase 9. Donc il anticipe le conflit qui ne se dit pas, et là il va essayer de se mettre en branle pour aller discuter avec les uns, et puis discuter avec les autres, pour écouter le point de vue A, et le point de vue B, le point de vue C, et puis faire à chaque fois qu'on lui dit un point de vue. Donc il va écouter le point de vue A, alors toi tel point de vue, alors vas-y raconte. Ah, Et dans ce l'autre A va croire que je suis d'accord avec lui. En fait, non, j'ai juste écouté un point de vue. Puis après, je vais aller voir la personne du point de vue B. Je vais écouter son point de vue B. Puis de la même façon, je vais faire et la même chose, B va croire que je suis d'accord avec lui. Non, moi j'ai juste écouté A et j'ai juste écouté B. Je vous écoute bien, c'est tout. Et puis après, je vais écouter le point de vue C. Donc, à l'issue de quoi, j'ai 3 personnes qui ont interprété que j'étais d'accord avec chacun de leurs points de vue, alors que je n'ai fait que essayer d'entendre leur point de vue de leur point de vue. Ok. Et puis une fois que j'ai entendu tout ça, je vais essayer de me débrouiller pour essayer de les mettre à une même table pour qu'on s'écoute. Ok. Donc pour peu que ça marche, j'ai quand même suffisamment de voix pour faire amener les gens à une table pour qu'ils s'écoutent. Ça, je sais faire. Sortir la grosse voix pour que ça se calme, non, mais ça je sais faire. Donc donc je vais essayer de créer un espèce de on pourrait peut-être mieux s'écouter, donc qu'est-ce que tu as envie de dire à B, très bien, et toi C, qu'est-ce que tu as envie de dire, ok, très bien, et on s'écoute, bon. Et pour peu que j'ai réussi, on aura passé une petite heure ou un temps, je vais peut-être inviter chez ces personnes-là, chez moi un soir, pour qu'ils s'entendent et qu'ils s'écoutent, au mieux, ils se seront écoutés, parfait. Et moi je me sens bien avec ça. Et si à la fin de tout ça, on me dit « Et ton point de vue à toi, c'est quoi ?» J'ai une réponse qui est très simple, c'est « On s'en fout ».
Parce que mon point de vue à moi n'a aucune importance. Moi, je ne suis pas né pour avoir un point de vue. Et si j'en avais un, il ne serait pas intéressant, ou je crois qu'il n'est pas intéressant. Je suis plutôt né pour qu'on s'écoute et qu'on prenne le temps de partager nos divergences. Je suis bon à ça, mais dire ce que je crois, c'est pas ça le sens du vent. Je préfère que collégialement, vous preniez une décision après vous êtes écouté, plutôt que dire ce que je crois moi. Donc, ça peut faire des personnes qui ont du mal à dire non, qui ont du mal à prendre leur place, qui ont du mal à dire « je ». Et le pire du pire du pire, j'en ai une en stage il y a très longtemps qui m'avait dit ça comme ça. Je lui ai dit « mais comment te considères-tu en tant que personne ?» Elle m'a répondu « écoute, aujourd'hui ça va mieux, mais pendant longtemps, j'avais plus envie de me confondre avec le papier peint qu'autre chose. » Donc tu vois, cette idée de devenir une personne complètement effacée, qui dans son effacement va laisser la place aux autres pour qu'ils se parlent, considérant que dès que je prends trop de place, je fais une zone d'ombre aux autres et ils se parleront moins bien si je parle que si je me tais. Merci beaucoup Éric pour cette jolie ronde. Je pense qu'on voit bien du coup la différence entre les différents profils et leur valeur ajoutée et comment ils peuvent être dans les excès. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de cette heure passée ensemble ? Écoute, déjà j'ai envie de dire que tout ça ne suffit pas. Donc il y a un très bon livre, je te laisse. Donc il y a un ABC de l'énéagramme édité chez Cranchet, qui est un livre qui a 25 ans, qui a une très belle histoire, qui existe en 10 langues et que j'aime bien. Et il y a plein de dessins aussi et des traits d'humour sur le pire, sur chaque type. Voilà, quitte à ce qu'on parle des travers des personnes, j'ai trouvé que mettre un peu d'humour était utile. Donc, il y a cet ABC, et 2, il y a un site web qui s'appelle ce-énéagramme, où vous aurez des témoignages de personnes et des descriptions des profils et même un quiz pour essayer d'y voir un peu plus clair entre vous et vous, même si je continue à dire que c'est en demandant votre défaut le pire à vos proches que vous y verrez un petit peu plus clair. Voilà, j'ai juste envie de revenir sur l'idée de la vie intérieure. Mieux se connaître et comprendre les autres, c'est bien. Avoir de bons tips pour mieux gérer sa vie de couple et l'éducation de ses enfants et sa vie pro, c'est chouette. Trouver des clés de développement personnel, je trouve ça également important. Mais savoir qu'on est tous en quête d'une paix intérieure qui est à la portée de tous, à condition d'avoir les bons repères, ça c'est beau, quoi. Voilà. Moi, je retiens vraiment ce terme de paix intérieure. Je pense que c'est inestimable, effectivement, et c'est très important. Donc, merci beaucoup, Éric. Merci. J'espère que tu auras pu éclairer ceux qui nous écoutent sur cet énéagramme, ses apports, comment ça peut servir, ça peut nous servir et servir le monde. Donc, on remettra les liens pour ceux qui veulent venir à ta rencontre. Très bien, avec plaisir. Yes, chouette. Merci. Merci infiniment. Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.